Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour bien connaître et bien comprendre le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc je laisse les personnes nous rejoindre dans la salle. Nous étions plus d'une centaine d'inscrits, donc là nous sommes encore à 50 participants qui sont en train de nous rejoindre. Alors pour commencer le webinaire, quelques petits rappels. Ah, un blog ne fait ah voilà. Quelques informations pratiques. Donc, le webinaire, pour rappel, est enregistré. Les supports de présentation et le replay seront disponibles d'ici quelques jours sur le site du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Donc, vous vous en rappelez, vos caméras et votre micro sont coupés. Et pour poser toutes les questions au fur et à mesure du webinaire, vous pouvez utiliser le chat et nous relayerons au fur et à mesure de cette séquence les questions à nos intervenants. Dans l'attente que tout le monde nous rejoigne, je vous propose donc quelques rappels sur le programme régional RISET, donc créé à l'initiative de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, de l'ADEME et de la Banque des Territoires. C'est un programme qui a donc pour vocation d'informer et d'accompagner les établissements de santé et médico-sociaux de la région Bourgogne-Franche-Comté qui souhaitent se lancer dans l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'enveloppe de leurs bâtiments et ainsi que de leurs équipements, mettre en place également des énergies renouvelables tout en prenant en compte la santé, en traitant le confort hygrothermique et la qualité de l'air intérieur pour les occupants. Ce programme, comme vous le savez pour certains, il est animé par le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui est un centre de ressources régional dédié à la rénovation énergétique et à la qualité environnementale du cadre de vie bâti. Pour en savoir plus, vous pouvez donc aller sur notre site internet au niveau du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Vous pourrez retrouver toutes nos missions et toutes les thématiques que nous traitons. L'équipe dédiée à porter ce programme, nous sommes 3, David Boileau et Lynn Audrey qui nous a rejoint récemment, et moi-même, donc pour animer le programme du réseau des établissements de santé en transition. Nous vous proposons à travers ce programme un ensemble d'actions dont l'information, le conseil, la formation, la coordination aussi du réseau des conseillers en transition écologique et énergétique en santé. Nous essayons de construire des outils pour vous faciliter la vie et nous accompagnons en coaching certains établissements qui ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt il y a déjà 2 ans. L'enjeu du webinaire d'aujourd'hui, justement, c'est apporter de l'information sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Juste pour rappel, donc vous pouvez devenir membre du réseau RISET. C'est un réseau qui est donc gratuit, qui est destiné aux établissements de santé et médico-sociaux de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous recevrez ainsi des informations en matière d'énergie, de confort des bâtiments et de qualité de l'air intérieur. C'est aussi un réseau pour l'échange, partager des expériences entre établissements et vous pourrez ainsi recevoir toute l'actualité du programme RISET et notamment sur toutes les actions qui sont menées en Bourgogne-Franche-Comté. L'accès à ce réseau est donc gratuit. Vous pourrez, à travers le lien qui sera mis dans la présentation, vous inscrire directement ou nous retrouver sur le site internet du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour utiliser au mieux le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Pourquoi ce webinaire? Tout d'abord, en fin février 2023, nous avons envoyé un questionnaire aux membres du réseau RISET et grâce à leurs réponses, cela nous a permis d'identifier les pistes d'information ou de formation sensibilisation que nous devions développer. Sur les certificats d'économie d'énergie, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une connaissance superficielle du dispositif. Lorsqu'on en parle, tout le monde le sait. Par contre, dès qu'on rentre dans un niveau de détail, dans les types d'acteurs ou des outils, ou lorsque là, vous pouvez voir un résultat du questionnaire, juste parler de la plateforme EMI ou qu'est-ce le pôle national des certificats d'économie d'énergie, on se rendait compte finalement que c'était un dispositif connu en apparence, mais peu connu dans le détail. Par ailleurs, nous savons qu'un bon nombre d'établissements subissent du démarchage agressif et cela a été révélé à travers le questionnaire. Donc, il nous paraissait aussi important en termes de prévention de mieux vous informer sur ce dispositif pour que vous deveniez acteur et que vous l'utilisiez au mieux pour financer vos travaux de rénovation énergétique. Les objectifs en fait du webinaire d'aujourd'hui
c'est vous montrer en fait le jeu d'acteur et comprendre les bases de ce dispositif pour que vous puissiez en identifier les limites et que vous ayez des repères pour disposer d'une information qui soit fiable et neutre. Ainsi, ça permettra de faire de la prévention, notamment au niveau des relations contractuelles. Vous pourrez ainsi mieux comprendre le jeu d'acteurs qu'il y a en arrière-plan, finalement, à travers les contrats qui vous sont proposés, et aussi avoir des clés, des points de vigilance pour superviser des travaux financés par le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, au programme de ce matin, nous retrouverons la présentation du dispositif grâce à Madame Elisabeth Tatreau, déléguée générale de l'AT2E sur le club C2E. Puis David Boileau, co-animateur du programme RESET, vous présentera des retours d'expérience et vous donnera quelques clés et points de vigilance à avoir lorsque vous utilisez ce dispositif à travers des travaux que vous pourriez mener ou financer dans vos établissements. Nous prendrons des temps de questions-réponses au fur et à mesure de la présentation de Madame Tatreau, qui est divisée en sous-séquences. Et si nous avons le temps, en fin de webinaire, nous prendrons aussi un temps d'échange de questions-réponses. Donc, je laisse la parole à Madame Tatreau pour nous présenter le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ah, Madame Tatreau, nous avons un problème de son. C'est bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais me mettre en plein écran. Donc, Elisabeth Tatreau, je suis déléguée générale du club C2E à la T2E. Je vais vous dire en quelques mots ce qu'est la T2E et ce qu'est le club C2E. Je vais couper ma caméra, car sachez que lorsqu'on coupe sa caméra, ça permet de faire 40% d'économie d'énergie. Donc, dans un contexte où je prône les économies d'énergie, je vais me permettre ce geste. Pour autant, je la remettrai lorsqu'il y aura des questions-réponses, notamment à la fin. Alors, le dispositif des C2E. Donc, j'ai essayé de faire pédagogique. Vous allez voir, parfois, je vais me répéter, mais c'est en répétant de manière différente que j'espère que vous arrivez à vous approprier au mieux le dispositif. Eh bien, alors, donc on va avoir 8 séquences, la T2E, le club C2E, le dispositif des C2E, ses acteurs, la plateforme EMI, les prix des C2E, comment financer ses projets avec les C2E. Je vais vous présenter les fiches d'opération standardisées, les étapes clés pour bénéficier des financements C2E, les différents modèles d'affaires et où trouver l'information qui est précieuse pour avancer sur le dispositif des C2E. Alors, côté voilà, je n'arrive pas à faire disparaître. Bon, tant pis. En fait, j'ai quelque chose qui pollue ma vision de la présentation et je n'arrive pas, je ne connais pas Zoom pour être honnête avec vous et je n'arrive pas à me débarrasser de petites fenêtres qui sont en haut. Voilà. Et maintenant qui sont passées en bas. Voilà. C'est pas mal. Alors, en quelques mots, la T2E, excusez-moi pour décidément, j'adore Zoom. Voilà. Alors, en quelques mots, la T2E. La T2E, c'est avant tout une association technique de loi de 1901 qui est dédiée à l'énergie et à l'environnement. Il y a 2 segments sur lesquels la T2E travaille. Il y a tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique, d'une part, et des énergies renouvelables. Nous, Club C2E, on est sur l'efficacité énergétique et je vais vous présenter les missions principales du Club C2E. En fait, le Club C2E, c'est un espace de rencontre. Et d'ailleurs, à ce titre, aujourd'hui, on prône le dispositif des C2E et on communique autour du dispositif des C2E. Mais le Club C2E permet des échanges entre les professionnels, mais aussi avec l'ADEME et la DGEC. Donc, nous organisons régulièrement des groupes de travail pour partager soit sur de nouvelles fiches, soit sur le dispositif des C2E en tant que tel, pour lui permettre d'évoluer et d'être le plus efficace possible. Donc, ces groupes de travail sont là pour que chacun s'exprime et sont là aussi pour que la DGEC écoute les attentes des différents acteurs. Et donc, par ce biais, nous pouvons être force de proposition pour que les pouvoirs
public fasse évoluer le dispositif. Et puis, nous capitalisons sur l'expérience des uns et des autres, et notamment, nous avons pu partager sur les expériences du secteur de la santé qui nous permettent de les mettre en visibilité des pouvoirs publics. Et puis, nous sommes aussi là pour diffuser l'information, et c'est l'objet de la réunion que je partage avec vous. Alors, si on rentre un petit peu dans le dispositif des C2E, parce qu'après tout, on est là pour ça aujourd'hui, enfin, vous êtes là pour ça aujourd'hui. Alors, le dispositif des C2E, c'est avant tout un dispositif réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a une loi, des décrets, des arrêtés. Il a été créé en 2005 et tel qu'il est constitué aujourd'hui, il y a des périodes de 3 ou 4 ans qui se succèdent. Donc là, nous sommes dans la 5e période des C2E. Alors, finalement, ce dispositif des C2E, c'est l'État qui impose aux fournisseurs d'énergie, aux distributeurs d'énergie, on appelle les obligés, d'accompagner les bénéficiaires, donc des ménages, des collectivités, des entreprises, des agriculteurs, des propriétaires de bâtiments, pour faire des économies d'énergie. Alors, ces fournisseurs d'énergie, ce sont des fournisseurs d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid, de fioul, de carburant. Alors, ces économies d'énergie sont matérialisées par des certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle les C2E. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce dispositif a un coût pour les fournisseurs d'énergie qui s'établit entre 5 et 6 milliards pour la période actuelle. À titre indicatif, si vous connaissez le dispositif MaPrimeRénov', on est plus sur un dispositif qui est de 2,5 milliards d'euros par an. Là, le dispositif des C2E, on est 5-6 milliards d'euros par an, donc ça commence à devenir significatif. Alors, ne prenez pas peur avec cette présentation, cette diapo. Ce sont tous les acteurs qui gravitent autour du dispositif des C2E. Alors, si on prend en haut, en orange-marron, on a la DGEC, la Direction générale de l'énergie et du climat. C'est l'autorité administrative du dispositif des C2E. Et en fait, à la DGEC, leur mission, c'est de fixer les obligations et de fixer les règles du dispositif des C2E. La DGEC surveille aussi le marché. Je vous dirai quelques mots sur le marché des C2E dans un second temps. Et c'est la DGEC, via le pôle national des C2E, qui délivre les fameux certificats. Donc, la DGEC a vraiment ce rôle sur toute la chaîne du dispositif, aussi bien des textes réglementaires, donc au niveau des décrets, des arrêtés, jusqu'à la délivrance des C2E. Pour information, nous pouvons être amenés au niveau du club C2E d'informer la DGEC de dysfonctionnements observés ou de fraude observée. Donc, l'acteur majeur pour piloter tout ça, c'est la DGEC. Ensuite, vous avez sur la droite les fournisseurs, distributeurs d'énergie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, acteurs majeurs qui investissent entre 5-6 milliards d'euros par an. Ce sont les acteurs que nous appelons les obligés et ils ont une obligation C2E qu'ils doivent honorer. S'ils n'honorent pas, ils ont des pénalités. Et donc, ces fournisseurs d'énergie, si on regarde en bas, ils accompagnent les bénéficiaires, c'est-à-dire les consommateurs finaux, ménages, entreprises, collectivités, et pourquoi pas les hôpitaux ou les différents secteurs du tertiaire. Sur la gauche, vous avez une autre catégorie d'acteurs dans le dispositif des C2E, c'est ce qu'on appelle les éligibles. En effet, un certain nombre d'acteurs, lorsque le dispositif a été mis en place en 2005, ont souhaité pouvoir faire des demandes de C2E, c'est-à-dire de déposer des dossiers de C2E au pôle national des C2E. Donc, on a les collectivités, les bailleurs sociaux et c'est un certain nombre de sociétés d'économie mixte. Donc, ça, c'est l'écosystème des acteurs. Et donc, là, je vous les ai résumés de façon
exhaustive et de façon littérale, parce que vous pourrez disposer des documents et c'est toujours plus facile d'avoir des notes. Les obligés, ils sont soumis à une obligation. S'ils ne respectent pas l'obligation, ils ont une pénalité. Les bénéficiaires, donc, ce sont les consommateurs finaux. Donc, vous faites partie des consommateurs finaux, que vous soyez en tant que personne morale, mais aussi en tant que personne physique, si vous avez des travaux prévus dans votre logement. Les éligibles, notamment les collectivités, l'ANA, le pôle national du CIDESE qui délivre les certificats. Et puis, vous avez deux autres populations qui sont les délégataires. Ce sont également des acteurs du dispositif auxquels des obligés ont pu déléguer une partie de leurs obligations. Donc, ils deviennent obligés par délégation et donc ils peuvent demander des C2E au PNC2E. Et puis, tout en bas, vous avez une autre population qu'on appelle les mandataires. Donc, eux travaillent pour un obligé ou un délégataire et peuvent produire et déposer des C2E. Et puis, bien sûr, ils se doivent d'accompagner les bénéficiaires, soit sous la forme financière, soit sous une autre forme. Alors, la question qui revient souvent, c'est qui peut être demandeur de C2E? Au regard de ce qu'on a vu précédent, on a vu que ça peut être un obligé, un délégataire, puisque le délégataire porte une obligation, ou un éligible, tel que collectivité ANA. En fait, ce sont des acteurs qui auront réalisé des travaux sur leur propre patrimoine ou auprès de consommateurs finaux. Vous pourrez constater que le mandataire ne peut pas demander de C2E, même s'il est déposant, il est toujours adossé à un obligé ou à un délégataire. Donc, parmi les acteurs que vous serez amenés à consulter ou avec lesquels vous pourriez être en contact, posez-leur la question, vous êtes obligé, vous êtes délégataire, vous êtes mandataire. La deuxième question, c'est finalement ces éligibles, mais je ne vais pas forcément y passer beaucoup de temps, ce sont des bailleurs sociaux, des collectivités, l'ANA et puis sociétés d'économie mixte ou sociétés publiques locales. Donc, ces acteurs-là peuvent faire des demandes de C2E et ensuite les revendre à des obligés. Alors, souvent, j'ai la question qui revient, mais où trouver la liste des obligés, où trouver la liste des délégataires? Eh bien, ces deux listes sont sur le site de la DGEC. Donc, vous pourrez les retrouver en cliquant sur les liens hypertextes que je vous ai fournis. Donc, pour résumer en 5 points, l'État impose une obligation à chaque fournisseur d'énergie de faire des économies d'énergie à ceux qui en consomment. Après avoir aidé les consommateurs à réduire leur consommation d'énergie et avoir apporté la preuve, et on le verra tout à l'heure, il y a beaucoup de preuves qui sont attendues, les fournisseurs d'énergie obtiennent des certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie comptabilisent les économies d'énergie. Et donc, plus l'économie d'énergie est importante, plus elle dure longtemps, plus le volume de C2E est grand. Et donc, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais ces économies d'énergie sont comptabilisées en kilowattheure CUMAC. Et le kilowattheure CUMAC, c'est l'économie actualisée sur la durée de vie de l'installation et actualisée à 4% pour prendre en compte le fait que l'installation, dans le temps, est de moins en moins performante. Les fournisseurs d'énergie ont un volume de C2E à obtenir et à restituer à l'administration à la fin de chaque période. Et si l'objectif n'est pas atteint, le fournisseur d'énergie doit verser une pénalité. Alors, sur cette première partie, est-ce qu'il y a des questions? Karine, est-ce que… Alors, oui, tout à fait. Alors, je commence par la dernière qui vient d'arriver. Alors, existe-t-il des C2E pour des panneaux photovoltaïques en établissement hospitalier? Donc, Elisabeth, je vous laisse répondre. Je pense que nous le verrons dans la suite. Le panneau photovoltaïque ne permet pas des économies d'énergie. Il permet de substituer une énergie par une autre. Donc, non.
Puis, seconde question, ou plutôt remarque, donc le dispositif finance quel type de travaux, quel type d'acteurs, avec quelle garantie de qualité? Et la Alors, rédaction est complétée par pas d'obligation de résultat. Effectivement, c'est un sujet dont on évoquera un peu plus tard, je pense, dans les garde-fous justement à avoir effectivement sur ces aspects-là. Mais je vous laisse alors, compléter, Elisabeth. quel type de travaux? Je vais vous le montrer tout à l'heure, puisque je vais rentrer dans le volet numéro 2, dans le volet numéro 5, fiche d'opération standardisée, et même dans le 4. Quelle garantie? De plus en plus, des fiches sont soumises à contrôle. Pour autant, les contrôles arrivent après la réalisation des travaux. Donc, ne garantissent pas la qualité des travaux. Un sujet sur lequel nous débattons avec les pouvoirs publics pour que les travaux, les contrôles interviennent en amont ou en cours de travaux. En effet, il n'appartient pas au dispositif des C2E de traiter les problèmes de non-qualité. Et il y a d'autres dispositifs comme reconnus garants de l'énergie, RGE, qui sont là pour garantir la qualité des travaux. Merci. Et deux autres questions sont arrivées. Donc, un ESAT est rattaché à un établissement public du secteur médico-social. Peut-il bénéficier de ce dispositif? Vous avez dit, excusez-moi, mais dans C'est votre un jargon. ESAT. Ce sont des établissements qui accueillent donc pour du travail pour des publics sensibles. Donc, mais a priori, oui, ce Oui, sont il des n'y a pas de raison. consommateurs finaux. Ça rentre dans la rubrique des bâtiments tertiaires, oui, il n'y a pas de raison. C'est un consommateur d'énergie, donc un bénéficiaire du dispositif, oui. Une autre question aussi est demandée de repréciser la différence entre le délégataire et le mandataire. Effectivement, c'est une subtilité importante, notamment on voit dans les relations contractuelles. Alors, le délégataire, il a un statut d'obligé, c'est-à-dire qu'il y a des obligés qui lui ont délégué une partie de l'obligation. Donc, il a un statut d'obligé. Le mandataire, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai mis la liste des délégataires. Ils ont un statut d'obligé. Le mandataire, c'est un acteur qui peut travailler pour un obligé ou un délégataire, produire et déposer des C2E. Donc, demain, n'importe qui peut s'improviser mandataire, alors que pour être délégataire, il faut en faire la demande au pouvoir public, à la DGEC. Et juste, alors là, c'est plus une remarque, mais là, ça peut être intéressant, c'est au niveau du programme Reset d'être un ensemblier ou de surveiller en fait ces points. Une personne signale qu'elle attend des C2E pour le changement de chaudière qui ne sont pas à condensation ou encore pour le changement de fenêtre. Et justement, je pense que c'est un point que nous verrons un peu plus tard dans l'organisation des travaux, savoir quelles relations contractuelles ont été signées. Parce que c'est ce qui peut expliquer aussi ce delta temps, mais on le reverra un peu plus tard dans votre présentation, Elisabeth, me semble-t-il. Oui. Je passe à la section suivante. Oui, nous, de toute façon, toutes les questions auxquelles nous n'avons pas le temps de répondre, nous les reprendrons dans une foire aux questions à l'issue aussi du webinaire, parce que là, je vois que les questions explosent. Allez, on continue alors. On continue. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré dans la diapo au milieu le marché d'échange des C2E. Donc là, je vais vous parler maintenant d'EMI. Donc, EMI, c'est une plateforme, c'est un registre qui compte les dossiers C2E. Donc, ça permet aux obligés, aux délégataires de déposer les C2E, un fichier CSV, et ça permet au PNC2E de compter les C2E. Donc après, il y a un certain nombre de critères. Il ne faut pas que ça fasse moins de 50 gigawattheures MAC. Et puis, les acteurs déposent
leur C2E, le PNC2E valide dès lors qu'il a réalisé un certain nombre de contrôles. Mais EMI sert aussi à faire de l'achat et de la vente de C2E, et c'est le PNC2E qui valide les transactions. Ça permet aussi de mettre sous contrôle des achats et des ventes de C2E. Et puis, en fin de période, EMI efface tous les C2E qui servent à l'atteinte de l'obligation et on remet les compteurs à zéro, si j'ose dire. Donc, c'est EEX qui gère cette plateforme et dispose d'une délégation de service public. Alors, je vous ai mis une courbe, qui fait apparaître l'évolution de l'indice spot que l'on peut voir sur EMI. Vous tapez EMI C2E sur Google et vous trouverez ces informations sur le prix spot. On peut voir que là, il y a des tendances. En 2022, le prix a pas mal baissé puisqu'on était… Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on distingue des C2E précarité et des C2E classiques. Je ne suis pas rentrée dans cette subtilité parce que vous êtes dans le secteur de la santé, vous êtes des personnes morales et vous êtes uniquement concernés par les C2E classiques. Donc, je ne suis pas rentrée dans cette subtilité. Si vous observez la courbe bleue foncé où il y a le 0,7 € par mégawattheure CUMAC, c'est l'indice EMI classique spot qui concerne les C2E classiques. Et on peut observer qu'on était à un petit peu plus de 7,5 € par mégawattheure CUMAC. Alors, ces chiffres, pour vous, personnes morales, sont à prendre avec beaucoup de précaution parce que ces chiffres prennent en compte les coûts supportés avec un S par les acteurs pour le traitement des dossiers. Donc, ne vous attendez pas à avoir une prime de 7,5 € par mégawattheure CUMAC. La prime sera forcément en dessous et la prime peut être amenée à varier dans le temps en fonction de l'évolution de l'indice EMI. Mais je vous ai mis ce graphe pour que vous ayez connaissance. Alors, je propose de passer comment financer ces projets avec les C2E. Alors aujourd'hui, il y a 3 manières pour financer les projets C2E. La première manière, c'est ce qu'on appelle les opérations standardisées. Alors, pourquoi standardisées? Mais il y a des fiches, et je vous les montrerai après, qui décrivent de façon le plus détaillée possible les opérations qui peuvent donner lieu à C2E. Par exemple, je change ma chaudière, je remplace mes ouvrants. Donc, ces opérations standardisées sont définies par arrêté. Il y a à peu près 2 arrêtés par an. Et là, le montant des certificats d'économie d'énergie est forfaitisé. Pourquoi ces fiches? Ça vise à simplifier le dispositif et à massifier. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 220 fiches dans le catalogue, et dont 50% dédiées au bâtiment. On rentrera dans le détail pour après, dans un second temps, sur ces fiches opérations standardisées. À titre indicatif, il y a 2 autres voies pour bénéficier du dispositif des C2E. Il y a ce qu'on appelle les opérations spécifiques, c'est-à-dire que lorsqu'on sort du standardisé, c'est entre guillemets les moutons à 5 pattes. Chaque opération fait l'objet d'un calcul propre au regard des économies d'énergie. Ce sont des dossiers qui sont assez lourds à gérer et il y a quelques acteurs qui savent s'en emparer et accompagner les bénéficiaires. Ce sont des opérations que l'on observe dans l'industrie, mais aussi pour ce qui concerne des réseaux de chaleur. Et enfin, il y a des programmes C2E. Dans les 2 premières voies pour bénéficier du dispositif, nous sommes en capacité de mesurer l'économie d'énergie, même si c'est conventionnel, qui serait réalisée. Dans le 3e, c'est plus difficile d'évaluer les économies d'énergie. Pour autant, on a la conviction que ça aide à faire des économies d'énergie. Par exemple, la formation. Quand on forme les artisans à travailler mieux, à réaliser des travaux dans les règles de l'art, on est sûr que ça permet de faire des économies d'énergie. Pour autant, c'est difficile de le quantifier.
Pareil pour l'information. Quand on informe les ménages, les acteurs, de faire tel ou tel geste pour faire des économies, on sait que ça en fait, mais c'est plus difficile. Idem pour l'innovation, idem quand on accompagne les ménages en situation de précarité. Donc, on a deux familles d'opérations, celles pour lesquelles on arrive à quantifier, à définir l'économie d'énergie, celles où c'est plus difficile, pour autant, c'est intéressant d'engager des programmes. Donc, je vais rentrer sur les opérations standardisées, puis après, on fera une petite session de questions-réponses sur ces trois thématiques-là. Les fiches opérations standardisées, comme je vous l'ai dit, elles font l'objet de décrets, elles font l'objet d'arrêtés. Aujourd'hui, il y en a 219 à janvier 2023. Je vous montrerai tout à l'heure celles qui sont le plus couramment utilisées, mais au titre de la santé, celles qui vous intéressent, ce sont celles du tertiaire. Donc, il y a 57 fiches dédiées au tertiaire, celles qui sont dédiées au réseau. Dedans, il y a l'éclairage, il y a les réseaux de chaleur et de froid, et éventuellement celles dédiées au transport. Je vous ai fait apparaître donc les fiches qui représentent 83% des volumes de C2E délivrés. Vous pouvez constater que pour le tertiaire, il y a deux fiches qui se démarquent. L'isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire et l'isolation d'un plancher. Alors, on peut noter à titre, en tant que personne physique, l'isolation des combles, les pompes à chaleur sont des fiches qui accompagnent bien les travaux de rénovation chez les ménages. Alors, j'ai fait une petite synthèse sur le tertiaire. Donc, vous pouvez constater que, comme je vous l'ai dit, il y a l'isolation des réseaux hydrauliques, l'isolation des planchers, la régulation de groupes froid, haute pression flottante, l'isolation des combles ou toitures, l'isolation, la récupération de chaleur sur froid. Bref, je vous ai fait un recensement des principales fiches qui sont actuellement utilisées pour le secteur du tertiaire. Alors, finalement, si vous n'avez jamais vu ces fiches, comment se présentent-elles? Elles sont toutes sur le même format. Le premier paragraphe définit le secteur d'application. Donc, ça donne le périmètre de l'opération, précise si l'opération s'applique à des bâtiments neufs ou existants, à des logements collectifs ou individuels. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la dénomination. Donc, ça explique en quelques lignes l'opération qui est valorisable. Donc, par exemple, ici, on mise en place d'un doublage isolant complexe. Voilà. Ça explique en quelques lignes la nature de l'opération. Et puis, le volet 3 est très important. Ce sont les critères d'exigence technique. Donc là, dans ce volet 3, on a la performance énergétique de l'installation mise en place. Un point très important, ce sont les nécessités ou pas d'avoir un installateur RGE ou pas. Ou alors des critères ou des normes que doivent respecter les équipements et les installations. Donc, ce volet-là est à lire avec beaucoup d'attention et est à respecter si vous souhaitez que l'opération sur laquelle vous engagez des travaux soit éligible au dispositif. Le point 4, c'est la durée de vie de l'installation. Donc, elle est associée à un équipement mis en place. Par exemple, l'isolation, il est reconnu que la durée de vie d'une isolation est de 30 ans. Et enfin, le volet 5, c'est le nombre de CUMAC accordés. Donc là, vous avez des kilowattheures CUMAC multipliés par la surface d'isolant qui vous donnera le nombre de kilowattheures CUMAC total. Et puis, vous le savez certainement, en France, la France est découpée en 3 zones géographiques. H1 plutôt dans le nord, H2 plutôt côte atlantique, H3 plutôt côte méditerranéenne.
eh bien, chacun il convient de prendre le forfait associé à la zone géographique dans laquelle est le lieu où les travaux ont été réalisés. Et puis enfin, il y a une annexe qui est standard pour tous les acteurs qui demandent des C2E et qui comporte on l'appelle l'attestation sur l'honneur, et qui comporte des informations qui sont issues de la partie notamment conditions de délivrance et qui font référence aux artisans et à vous-même aux artisans qui ont réalisé les travaux et à vous-même en tant que bénéficiaire des travaux. Donc, je propose qu'on fasse une session questions sur ces 3 thématiques. Amy, comment financer ces projets et fiches opérations standardisées? Oui, tout à fait. Alors là, nous avons ici pas mal de questions. Alors, lors d'une réhabilitation globale d'un bâtiment permettant d'atteindre, par exemple, un label passif et son objectif décret tertiaire, est-on dans une opération spécifique ou plutôt dans le cadre des opérations standardisées? Il n'y a pas de fiche rénovation globale pour le tertiaire. Donc, il faut utiliser les différentes fiches du dispositif, du catalogue de fiches. Pour faire l'objet d'une opération spécifique, il existe un seuil qui est assez important, donc, et que je ne connais pas. Mais ce sont peut-être des pistes de travail pour le futur, de créer peut-être une fiche rénovation globale pour nos établissements de santé ou médico-sociaux de la région. Alors, on ne créera pas une fiche rénovation globale pour les établissements de santé. Non, mais par contre, pour le bâtiment tertiaire, serait-ce possible? Voilà, c'est ça. Donc, c'est en cours de réflexion. Donc voilà, comme vous l'avez compris, ce webinaire, c'est aussi un départ pour mieux s'approprier le dispositif et nous sommes qu'au démarrage de pistes de travail structurées entre les différents acteurs pour mieux maîtriser et utiliser ce dispositif de financement. Alors, autre question. Certaines sociétés contactent les établissements pour faire bénéficier de ces 2E en indiquant qu'un retour sur investissement peut être versé aux établissements en plus du bénéfice des travaux à 1 euro. Cela revient à dire que l'établissement bénéficie de travaux à 1 euro et en plus le versement d'une certaine somme. Là, c'est une question, est-ce légal? Sans voir la nature du contrat ni les éléments, je ne me permettrai pas de juger si c'est légal ou pas. Pour autant, si vous voulez m'adresser des éléments relatifs à ce type de pratique, je pourrais les rerouter à la DGEC au PNC2E pour qu'ils évaluent le caractère légal ou pas. Ayez en tête que le club C2E, nos missions, c'est d'avoir une approche technique, notamment autour des fiches ou des programmes. Nous ne sommes pas formés pour évaluer le caractère légal ou pas des dispositifs. Pour autant, on est plein de bon sens et on peut s'interroger sur certains sujets et surtout relayer des pratiques qui nous interpellent auprès de la DGEC. Deux autres questions qui sont intéressantes aussi pour nos établissements. Est-il possible d'utiliser les fiches industrie dans un établissement tertiaire? Non, les fiches industrie adressent l'industrie. Il faut savoir que ces fiches sont sectorielles. Hein. Donc, les fiches industrie adressent l'industrie, les fiches tertiaires adressent le tertiaire. Pour autant, il y a une réflexion en cours et ça fait l'objet d'une étude que je vais lancer prochainement. C'est quelles sont les fiches industrie qui pourraient être applicables dans le tertiaire et dans ce cas-là, il conviendra de réécrire les fiches propres au secteur du tertiaire.
Alors justement, une autre question un peu dans cette logique. Donc, nous avons des activités industrielles dans nos établissements d'aide par le travail, donc les ESAT. Sommes-nous bien éligibles aux fiches industrie? En fait, c'est ce qu'on appelle une question sectorisation et je vous le montrerai à la fin. Tout dépend de ce qu'on appelle activité industrielle dans un bâtiment tertiaire. Donc, cette question fait l'objet de beaucoup de débats avec le PNC2E et je vous le montrerai à la fin. Voilà, on ne peut pas généraliser, je ne peux pas généraliser cette réponse sans avoir plus de détails sur la nature de l'activité que vous qualifiez industrielle. Est-ce que faire des plateaux repas pour les aéroports et les avions, est-ce que ça a un caractère industriel ou pas? Donc, chaque situation peut être différente. Donc, on les instruit ou je vous donnerai la piste pour rentrer dans le détail de ce type de questions de sectorisation. Autre question, les demandes d'aide peuvent-elles être faites après les travaux? Surtout pas, vous allez le voir après. Bonjour, le montage des C2E se fait par site ou bien on peut monter beaucoup de sites? Si on a un volume restant par rapport aux frais de prestation, on peut l'avoir. Alors, si j'essaye de bien comprendre, reformuler la question, le montage des C2E donc, se fait par site géographique. Enfin, finalement, c'est la question. Et la question sur le volume restant, je suppose, en kilowattheure CUMAC par rapport aux prestations, en fait, si vous n'êtes pas éligible, vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc, Elisabeth, je vous laisse un peu compléter. Vous l'avez compris, les C2E adressent la réalisation de travaux. Donc, vous aurez un dossier par site et par nature de travaux réalisés. Si vous avez 2 sites, vous aurez 2 dossiers. Si vous avez 3 sites, vous aurez 3 dossiers. Il y a autant de dossiers à monter que de travaux / sites réalisés. Autre question, est-ce que les écoles peuvent bénéficier des C2E? Tout à fait. Le secteur de l'enseignement peut tout à fait bénéficier du dispositif des C2E, considéré comme tertiaire. Alors, autre question, où trouver la valorisation de mégawattheure CUMAC? Je ne la trouve pas sur la fiche. En clair, comment déterminer exactement la prime C2E qu'on recevra? Alors, vous le verrez après. Donc, il y a un petit… en deuxième partie, le calculateur de l'ADEME va être présenté. Donc, cette réponse sera apportée. Après, pour ce qui est du montant de la prime, ça dépendra de l'acteur auquel vous vous adresserez, obligé, délégataire, mandataire, qui chacun a sa politique de prime en euros par mégawattheure CUMAC qui sera multiplié par le nombre de CUMAC, de l'opération considérée. Et je vous propose une dernière question avant de reprendre donc les présentations. Est-il possible de faire une dérogation sur un des critères d'exigence d'une fiche standardisée? Exemple, la fiche BAT TH116 sur la GTB impose la mise en place d'une GTB de classe A ou B, ce qui signifie une gestion pièce par notre gestion technique du bâtiment. Les conditions de délivrance sont les conditions de délivrance et ne peuvent pas faire l'objet de dérogation. Après, pour information, la BAT TH116 est en cours de révision et de révision qui devrait intervenir prochainement. Merci Elisabeth. Je vous propose de reprendre les présentations et puis nous continuerons les questions en fonction du temps imparti. Alors, les étapes clés du financement, c'est agaçant d'avoir ce truc-là. Les étapes clés du financement d'une opération. Alors, 3 étapes. 1, identifier les équipements éligibles au C2E. Donc là, on vous invite à consulter le catalogue des fiches C2E sur le site de la T2E, mais je vous donnerai aussi tout à l'heure d'autres sites
que vous pouvez consulter pour avoir des informations sur le catalogue des fiches. 2, identifier avec un acteur avec qui travailler et négocier le prix en euros par mégawattheure QMAC. Donc, vous avez les obligés, vous avez les délégataires, vous avez des fournisseurs d'équipements, des installateurs. Vous avez aussi des bureaux d'études qui peuvent vous proposer de vous accompagner dans le dispositif des C2E. Alors, je n'ai pas rajouté les mandataires, mais j'en ai parlé tout à l'heure. 3, il faudra constituer le dossier C2E, et ça, vous allez le faire avec l'obligé, le délégataire, le fournisseur d'équipement, l'installateur, le bureau d'études. Donc, pour constituer le dossier de C2E, il faut avoir en tête que, quel que soit l'acteur, obligé, délégataire, etc., il devra prouver le rôle actif et incitatif. Et ça, on y reviendra, c'est très important. C'est-à-dire prouver que l'acteur est arrivé avant le début des travaux. Vous voyez le pavé en vert clair, début-fin. Il faut qu'à un moment donné, l'acteur soit en capacité de prouver et de fournir les pièces au PNC2E qu'il est arrivé avant le début des travaux. Et ça peut se faire par un accord commercial. Et on verra tout à l'heure les 2 modèles qui existent. Il conviendra aussi d'identifier le début des travaux, la date à laquelle vous vous êtes engagé à faire des travaux. Et ça passe par la date de signature du devis ou la date du bon de commande. Et puis, vous allez faire vos travaux, il y a le début et la fin des travaux, et à la fin des travaux, l'acteur avec lequel vous allez travailler va vous demander de signer une attestation sur l'honneur. Donc, je vous ai montré un extrait tout à l'heure dans la fiche standardisée. Et puis, vous allez devoir lui remettre la facture, voire une fiche technique de l'équipement où c'est l'acteur qui vous accompagne qui la fournira. Alors, je vais m'arrêter un moment sur le rôle actif et incitatif parce que c'est un point très important. L'objectif du dispositif des C2E, c'est avant tout de déclencher des opérations d'économie d'énergie. Et c'est pour ça qu'on parle de rôle actif et incitatif. Le dispositif des C2E s'assure que les personnes qui vous accompagnent pour faire des économies d'énergie, obligés, éligibles, délégataires, ont fait quelque chose pour vous inciter à faire des économies d'énergie. Et cela, il faut que ça intervienne en amont de la décision de faire des économies d'énergie. Et ça, cela peut passer par une prime, par d'autres actions qui vous incitent à faire ces travaux-là. Plus concrètement, ça peut passer par une contribution financière, un bon d'achat, un prêt bonifié, un audit, un produit ou un service offert. Donc vraiment, la notion du rôle actif et incitatif est très importante. Elle doit arriver avant le début des travaux, ça c'est clair. Il est hors de question, j'ai fait mes travaux. Non, là, vous êtes clairement dans la fraude. S'il y a ce type de pratique, si les travaux sont déjà réalisés, si les travaux sont déjà engagés, vous êtes dans l'illégalité si vous vous engagez dans une demande de C2E avec un acteur quel qu'il soit. Et ce qu'il faut savoir, c'est on considère que si vous demandez des C2E, si vous demandez une prime ou si vous acceptez de travailler avec un acteur qui va demander des C2E alors que les travaux sont déjà engagés, c'est ce qu'on considère que ça fait l'objet d'un effet d'aubaine et ça ne s'inscrit pas dans le dispositif des C2E. Et c'est bien là où le PNC2E met des ressources pour identifier ce type d'opération, ce type de pratique. Alors, si je reprends, donc je vous ai monté un premier schéma. Pour y aller progressivement, on va regarder de façon un peu plus complète parce que depuis quelques années, la notion de contrôle est intervenue. Alors, vous avez un projet,
vous avez identifié un acteur, donc avant le début de vos travaux, que vous voyez matérialisés, il faudra trouver le rôle actif et incitatif de l'acteur qui vous accompagne. Donc, soit par un accord commercial, on verra les différents types d'accompagnement tout à l'heure. Vous aurez un certain nombre de documents à fournir avec l'acteur qui vous accompagne. Donc, soit une visite technique réalisée par l'acteur, soit le devis à votre commande. Donc ça, c'est pour permettre d'identifier la date d'engagement de l'opération qui doit apparaître sur l'attestation qui est dans la fiche standardisée. Après, sur la fiche standardisée devra également apparaître la date d'achèvement de l'opération. Donc là, c'est bien souvent la facture et vous aurez, à l'issue de la réalisation des travaux, une attestation sur l'honneur complète assignée. Et depuis donc quelques années, il y a des contrôles sur site ou des contrôles par contact. Alors, contrôle par contact, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obligé, le délégataire qui va demander des C2E, l'entité qui demande les C2E, pour certaines opérations, passera un appel téléphonique au bénéficiaire et lui demandera « Tiens, vous avez fait telle opération, me confirmez-vous que ?» Il y a un certain nombre de questions qui seront posées. Il y a également des contrôles sur site réalisés par le bénéficiaire des C2E. Dans ce cas-là, le bénéficiaire des C2E, l'obligé, le délégataire, envoie un organisme de contrôle accrédité COFRAC sur votre site pour s'assurer, un, que l'opération a bien eu lieu, parce que parfois on se retrouve avec des opérations qui n'ont pas eu lieu, deux, que l'opération a été faite conformément à la fiche C2E, conformément aux règles de l'art. Et puis, pour terminer, il faut juste, pour information, il faut avoir en tête que l'acteur qui demande les C2E a 12 mois pour faire la demande de C2E à partir du moment où les travaux ont été achevés et la date d'achèvement apparaît sur les documents. Donc, ça peut aller très vite aujourd'hui, notamment du fait des contrôles qui peuvent prendre du temps. Alors, je vais revenir sur les contrôles. Les contrôles, vous l'avez compris, il y a le demandeur de C2E qui fait des contrôles. Pour autant, l'administration, le PNC2E plus particulièrement, procède également à des contrôles. Donc, il peut arriver que votre installation, vos travaux aient été contrôlés par le demandeur de C2E, mais aussi par le PNC2E. Voilà, je propose qu'on fasse une session questions. Je vois que l'heure tourne, il faut peut-être que j'accélère un peu. Non, pour l'instant, ça va au niveau timing. Donc, je vais prendre juste quelques questions. Donc, une question qui vient d'arriver, c'est bien au bénéficiaire des C2E de déposer le dossier, pas celui qui reçoit les travaux, si les C2E sont déduits du devis. C'est au bénéficiaire de C2E de demander. Vous pouvez reformuler. Alors, en fait, la question, c'est bien au bénéficiaire des C2E, c'est-à-dire celui qui va déposer le dossier pour recevoir des C2E, de déposer donc le dossier. Et le demandeur de C2E. Voilà, mais pas celui qui le bénéficiaire des travaux, donc dans notre cas, notre maître d'ouvrage. Non, c'est le demandeur de C2E qui doit déposer le dossier. C'est l'obligé ou le délégataire ou l'éligible qui fait sa demande de C2E au PNC2E. Le bénéficiaire, lui, il n'a rien à faire. Il a juste à mettre à disposition du demandeur de C2E les documents attendus ou à signer les documents attendus. Question suivante, les C2E ne s'appliquent que pour des bâtiments déjà construits ou peuvent-ils également s'appliquer pour des projets de construction? Alors, les C2E s'appliquent très majoritairement aux bâtiments construits depuis plus de 2 ans. Exceptionnellement,
dans le cadre du résidentiel, dans le cadre de la RE 2020, où on prône la surperformance par rapport à la RE 2020. Donc, retenez que c'est pour des bâtiments existants. Et une dernière question avant d'enchaîner la suite. De toute façon, nous prendrons encore du temps de questions-réponses en fin de webinaire. Est-il possible de financer un poste de chargé de mission économie d'énergie, efficacité énergétique, gestion des C2E avec des C2E? À ma connaissance, non. Pas du moins dans le secteur du tertiaire. Merci Elisabeth, je vous propose de continuer au vu du temps. Alors, on a deux modèles d'affaires pour valoriser les C2E. Vous avez sur votre gauche ce qu'on appelle la valorisation directe, c'est-à-dire que vous avez l'obligé ou le délégataire qui est en relation directe avec vous. Et puis, vous avez sur votre droite ce qu'on appelle la valorisation indirecte, et c'est là où vous voyez apparaître les mandataires ou les fournisseurs d'équipements installateurs. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ayez en tête, et je pense que les schémas sont suffisamment explicites. Donc, deux modèles d'affaires. Donc, dans le cadre du direct, c'est le demandeur, donc le fournisseur d'énergie ou le délégataire, qui porte le rôle actif et incitatif. Donc dans ce cas-là, alors là, c'est vrai que ça s'applique à un particulier, mais la personne morale va constituer son dossier et l'aide financière est versée directement par le demandeur au bénéficiaire. Donc là, vous êtes en relation directe avec un fournisseur d'énergie et tout se passe directement. Dans le cas indirect, il y a un intermédiaire. Alors là, c'est vrai que j'aurais dû mettre à jour ma diapo, mais si vous travaillez avec une entreprise, c'est l'entreprise qui porte le rôle actif et incitatif. C'est l'intermédiaire. Donc, retenez bien, c'est cette diapo-là qui est importante, c'est que soit vous êtes en direct avec un obligé, soit vous avez un intermédiaire qui peut être de nature différente. D'autres questions ou je passe à où trouver l'information? Je vous propose de passer tout de suite sur où trouver l'information et de prendre quelques questions juste en fin. L'information sur des sites, entre guillemets, de confiance. Donc, il y a les arrêtés et les décrets. Ça, vous les trouvez sur Légifrance. Et d'ailleurs, nous, au Club C2E, on se réfère toujours au texte d'origine lorsqu'on apporte des réponses. Donc, il y a le Code de l'énergie, il y a l'arrêté du 29 décembre relatif aux modalités d'application du dispositif, un arrêté relatif aux documents qui doivent être fournis pour une demande de C2E et un arrêté relatif au contrôle. Après, vous avez la lettre de la DGEC qui est toujours très riche d'enseignements. Donc, je vous ai mis le lien sur la diapo. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai expliqué en introduction, c'est le club C2E qui coordonne les nouvelles fiches à venir ou les révisions des fiches. Donc ça, on organise des webinaires et à ce titre, il y a un webinaire demain sur le bâtiment. Et puis, les fiches d'opération standardisées, vous les trouvez sur le site de la DGEC, de l'ADEME ou de la T2E. Où trouver l'information? Le Club C2E organise le 6 décembre une journée technique à la Maison de la Chimie. Donc là, de nombreux sujets vont être abordés et notamment la DGEC intervient en introduction pour nous donner sa vision du dispositif des C2E sur les années à venir et l'impact de la directive efficacité énergétique ou éco-design. Donc là, on vous invite à réserver la date et à vous joindre à nous. Et puis, le club C2E est amené à répondre à des questions. Alors, on ne va pas se mentir, on a un petit problème de ressources en ce moment puisque j'ai eu des démissions dans l'équipe. On privilégie les réponses aux questions des adhérents. Pour autant, la diapo qui apparaît à l'écran vous donne des pistes
pour avoir des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Le ministère, donc la DGEC, met en ligne une FAQ. Nous, sur le club des C2E, on a une FAQ également. Et puis, vraiment, si vous avez besoin, vous pouvez contacter le club C2E, mais je ne réponds plus des délais de réponse qui sont devenus longs. Et je le mentionne, il y a des questions de sectorisation qui nous viennent souvent. Est-ce que je dois appliquer la fiche industrie ou est-ce que je dois appliquer la fiche tertiaire? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le club C2E n'a pas la réponse, on renvoie la question au ministère parce que c'est le ministère, in fine, qui va accorder les C2E et donc on ne peut pas prendre la responsabilité, si nous n'avons pas la réponse, de vous donner une réponse erronée. Voilà. Merci Elisabeth pour votre présentation qui était très claire et très pédagogique. Donc, juste quelques dernières questions avant de passer la parole à David. Donc, à un moment donné dans la présentation, vous avez indiqué que le rôle incitatif pouvait se traduire par un prêt bonifié. Quels sont les acteurs identifiés aujourd'hui qui utilisent ce type d'incitation? Je dirais la majeure partie des acteurs. Et je dirais le club C2E n'assure pas un suivi de ce type de pratique. Merci. Autre question. Existe-t-il des grandes différences dans les montants des primes C2E obtenues au final pour le bénéficiaire en fonction des différentes options, en direct avec l'obligé ou via un mandataire ou un délégataire? Existe-t-il, pardon? De grandes différences dans le montant alors des primes C2E ou des kilowattheures CUMAC finalement proposés, revendus, rachetés, enfin tout dépend de… Je dirais, je n'ai pas fait de benchmark là-dessus. Peut-être. C'est peut-être l'exercice, oui, en termes de prévention qui peut être intéressant, d'où la présentation aussi d'aujourd'hui, de Voilà. vous apprendre aussi à vous approprier les fiches d'opération en fonction de vos projets de travaux pour estimer les kilowattheures CUMAC et pouvoir avoir un regard un peu plus critique face aux propositions contractuelles qu'on vous propose. Moi, ce que je pense, c'est effectivement, ce benchmark doit être fait à votre niveau. Mais ce n'est pas le club C2E, je le répète, hein, nous, on reste sous les aspects techniques, tous les aspects financiers du dispositif, les pratiques des acteurs, ce n'est pas un sujet qu'on regarde, sauf lorsqu'il y a des abus. Et pour terminer, en fait, c'est plus une suggestion. Il est indiqué dans le chat, il serait intéressant de procéder, de diligenter des contrôles pendant les chantiers, car ce sont souvent à ces moments-là que se posent des problèmes de savoir-faire, d'organisation, de sécurité. Et c'est ce qui nous permet de faire la transition avec la présentation de David. Et on prendra les dernières questions en fin de présentation. Très bien. Mais je vous rejoins tout à fait, mais pour l'instant, la DGEC a pris la voie de faire des contrôles après et on est en train de regarder pour faire en sorte que les pratiques évoluent. Merci Elisabeth, en fait, pour toutes ces explications. David va reprendre le partage d'écran et va pouvoir nous donner quelques retours d'expérience justement dans les établissements pour faire le lien avec la réalité aussi du dispositif et disposer de garde-fous justement pour mieux s'approprier le dispositif et financer les travaux. Merci. On reviendra aussi peut-être sur la question de la commande publique. Ça n'a pas été traité de mémoire dans les questions-réponses et on a eu plusieurs demandes sur ce point-là. Je vais vous montrer donc juste peut-être en introduction, avant de vous montrer quelques outils pour faire justement des simulations et faire ce benchmark, ça pourrait être intéressant. Et même au niveau régional, qu'on puisse capitaliser vos retours d'expérience entre finalement une demande directe auprès d'un obligé ou en passant par un mandataire. Du coup, là, j'ai visité quand même un certain nombre d'établissements dans la région depuis 2-3 ans. Et là, on voit justement des travaux d'isolation à 0 € qui ont été réalisés. Là, c'est dans les combles perdus d'un hôpital, où on voit effectivement souvent de l'isolation qui est réalisée partiellement. Alors là, c'est assez
peut porter à sourire, hein, mais on voit effectivement alors c'est pratique, on peut cheminer pour aller faire un peu de maintenance, d'entretien des systèmes de ventilation, mais c'est vrai que clairement on a des ponts thermiques puisque les panneaux d'isolation, on n'est pas du tout dans les règles de l'art, où on est généralement sur de l'isolation continue. Ça peut être en couche croisée avec un pare-vapeur côté plancher. Donc il y a des règles de mise en œuvre, des règles de l'art, ce qu'on appelle les DTU, qui sont peu ou pas respectées dans le cadre de ces travaux-là. Et pareil, l'isolation a été posée effectivement dans les comptes. On voit que les rouleaux n'ont même pas été déballés, donc c'est vraiment très partiel. Ce qui peut nous inquiéter, puisqu'en fait, le fait de traiter, de reprendre ces travaux-là génère des surcoûts, parce qu'il faut effectivement parfois soit décaler, déposer de la laine de verre. Alors ça peut être fait en régie en interne par des agents techniques, mais si c'est une entreprise qui intervient pour refaire des travaux correctement, bah, on a ces coûts supplémentaires liés à des travaux qui seront réalisés finalement en 2 temps. Aussi de l'isolation en sous-face de dalles. Donc là, on est sur un plafond de chaufferie. On a de la laine de verre, vous voyez, sur l'écran qui forcément qui pendent, des morceaux qui pendent. Donc on n'a pas du tout d'éléments de parement pour protéger l'isolant. Au niveau fixation, pareil, on n'est pas du tout dans les règles de l'art, donc ça pose question en termes de sécurité aussi, clairement. Donc effectivement, gros point de vigilance. Et pour ces travaux-là, généralement, il n'y avait pas de suivi de chantier, pas d'agent technique. C'est pas parce que les travaux sont à 0 € à 1 € qu'il faut pas prévoir effectivement du suivi. C'est en tout cas pour nous assez important d'être sur un peu les mêmes règles que si vous faisiez intervenir une entreprise dans le cadre d'un marché de travaux. Voilà. Ça, c'est vraiment attention, demander bien ces précisions-là. Quitte à demander un bureau de contrôle, hein. Enfin, moi, je n'aime pas pour en appeler des fois certains, pour juste ceux qui par téléphone peuvent donner des premiers conseils sur oui, dans ce cas-là, effectivement, la solution technique proposée est conforme ou pas, quoi. Donc ça, c'est des choses à vérifier. Autre point de retour, alors c'est qu'une partie de ce que j'ai pu voir, traiter, analyser. Là, on est sur l'isolation. Alors, pardon, c'est pas de plancher bas, c'est des points singuliers. On est sur des housses isolantes, hein, vous connaissez bien, pour isoler les vannes, notamment en chaufferie, mais pas que, hein, mais c'est des éléments effectivement de régulation et d'équilibrage qui sont très déperditifs, et on peut déjà faire des économies. Donc, c'est plutôt une bonne chose d'avoir ce type d'équipement. Par contre, on voit que d'une entreprise à une autre, là c'est pour un hôpital local, on est à des écarts de quantitatifs qui peuvent être aussi alors un peu variables. Alors là, excusez-moi, là il y a une petite coquille aussi, on est à 194 en fait réellement, je remettrai à jour le diapo, quantité de housses isolantes qui ont été chiffrées sur cet hôpital. L'autre trouve 264 avec des prix moyens. Alors ça, c'est un prix moyen parce que ça va être variable en fonction du régime de température, du diamètre de la tuyauterie, etc. Mais on a un chiffrage à 25 000 et l'autre à 7 526 € et toujours à 0 € au final pour l'hôpital. Donc on peut se poser la question des marges que se prennent les entreprises quand elles font ces types de propositions commerciales. Donc ça, je vous montrerai après comment vérifier ces points-là. Donc là, voilà, on retrouve le deuxième devis d'entreprise qui est moins détaillé, puisque par rapport au premier, on avait quand même plus de détails sur le typologie de housse par diamètre et régime de température. Donc ça, c'est vraiment important aussi à vérifier. Il a été rappelé de bien regarder les conditions techniques dans les fiches d'opération standardisées. Elles sont rappelées généralement par ces entreprises, on va appeler entreprises à 1 €. Donc, il y a un minimum d'éléments à indiquer dans un devis, ce qui va permettre effectivement de vérifier que la proposition est bien éligible au certificat d'économie d'énergie. Ça ne veut pas dire pour autant que ce qui est indiqué, prévu, va être vraiment réalisé et bien réalisé, hein. Là, voilà, c'est la mise en œuvre de points singuliers. Après, comment c'est fait, c'est là où il faut effectivement être vigilant. Donc, on voit un peu la démarche, en fait, c'est-à-dire que l'entreprise, clairement, va chiffrer ses travaux en fonction des C2E que vous allez pouvoir récupérer. Donc, en fonction du cours du C2E, du nombre de mégawattheures CUMAC, en fait, il se cale voilà, sur l'investissement, enfin les travaux qui vont être réalisés, les coûts des travaux par rapport aux primes. Donc, ça interroge beaucoup. Voilà. Parce que dans la démarche classique, en général, une entreprise vient sur site en amont pour faire un chiffrage. Alors là, pour le coup, ces entreprises C2E envoient des personnes pour faire des métrés.
mettre une petite marge de plus 20%, 25% sur le nombre de produits ou de mètres carrés d'isolant qui vont être posés, et puis il faut établir une proposition commerciale. C'est pas vraiment un devis, c'est pas toujours un devis, donc aussi attention à ces points-là. Donc habituellement, l'entreprise chiffre le temps qu'elle va passer, les quantités de matière, de fourniture, de la quincaillerie associée, et puis va établir un devis, et seulement après, eh ben, on peut calculer un montant d'aide C2E. En tout cas, ce qu'il est important que vous ayez, vous, pour vos simulations, c'est un nombre de mètres carrés, un nombre de manchettes, de points singuliers. Donc tout ça, vous le verrez, on peut le calculer à partir d'un outil qui est le calculateur ADEME. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Là, on est sur un hôpital dans le Jura. À partir d'un audit énergétique, on peut déjà, sans avoir déjà tout de suite des devis d'entreprise, mais faire des simulations. Donc, si l'audit énergétique est complet et que les préconisations du bureau d'études sont relativement détaillées, on peut faire des simulations. Il faut généralement la résistance thermique, hein, qui fait partie des conditions techniques. Donc, pour l'isolation de murs par l'extérieur, le minimum, c'est 3,7 résistance thermique. Donc, plus la résistance thermique est élevée, plus le matériau est isolant. On a le surface et quantitatif de parois qui va être isolée, à confirmer lors des études, mais ça peut déjà donner une idée. Et puis, bon, on a effectivement les coûts des montants d'investissement, donc ça qui peuvent être saisis aussi dans l'outil. Et là, on voit les économies calculées par le bureau d'études. C'est pas les économies liées aux fiches C2E, les fameux kilowattheures CUMAC. Hein. C'est des économies calculées par les bureaux d'études avec des outils, des logiciels dédiés. Du coup, si je passe sur, vous me direz si vous voyez mon écran. Hop, c'est toujours un peu compliqué des fois quand on passe d'un écran à un autre. Hop, juste arrêter le partage, ça sera plus simple et je vais vous partager. Je suis encore dans les temps. Hop. Est-ce que c'est tout bon, Karine, si tu peux me confirmer qu'on voit bien le calculateur ADEME? Oui, là, Ok, tout à fait. On est dessus. parfait, super. Du coup là, donc j'ai créé un projet, donc vous pouvez créer un compte, c'est gratuit hein, sur le site calculateur ADEME. Vous avez le lien dans le diapo, hein, je l'ai remis. Donc là, j'ai mis rénovation énergétique du centre hospitalier de tac tac tac. On est bien en zone H1 en fait, en zone climatique. Je vous ai pas remis la carte, mais c'est les zones que Madame Tatrou voilà, vous indiquait, donc plutôt le nord-nord-est, quoi. Hein. On est sur un bâtiment tertiaire. Alors effectivement, les secteurs concernés, c'est là où on parlait des ESAT, qui sont plutôt parfois sur des secteurs industriels comme blanchisserie. Donc voilà, qu'est-ce qu'on considère? Est-ce que c'est à l'échelle du SIRET, du SIREN? Donc là, c'est effectivement des questions récurrentes. Hein. On peut mettre un prix du mégawattheure CUMAC, que là, bah, j'ai trouvé sur le registre EMI. Hein, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et Madame Tatro l'a montré, hein, d'ailleurs, l'évolution du prix. Alors, on était à 7,50, mais on enlève les frais de dossier, comme c'était indiqué. Là, c'est une valeur, une hypothèse générale, mais moi, j'avais pris un 6,50 dans le projet. Donc, en fait, on saisit notre projet. C'est relativement simple, en fait. Hein, donc là, je vous ai précisé des éléments. Mais par exemple, on choisit le type de travaux, l'enveloppe du bâtiment. On peut choisir l'isolation des murs. Donc, on a la fiche d'opération standardisée qui s'affiche. Donc, ça, c'est plutôt intéressant puisqu'on a un rappel des conditions techniques, la dénomination, tout ce qui était évoqué tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si elle apparaît sur votre écran, peut-être pas. Si, Hop, si, tout à fait. On voit très bien ok, la fiche d'opération standardisée. ok, ça marche. Et puis, donc, si je reviens, alors je vois pas mon écran, c'est quand on partage, c'est un peu compliqué. Hop, je sais pas comment je peux enlever mon truc là. Et je me balade un petit peu. Je suis désolé, voilà. Non, là c'est mon écran. Je vais y arriver. Excusez-moi, j'essaie juste de rebasculer sur la fiche. Je vais y arriver. Là, à l'écran est affichée la fiche d'opération standardisée isolation des murs. Ouais, c'est ça. J'essaie de reprendre mon fil. C'est comment j'arrive à enlever mon bandeau. Excusez-moi, je suis pas très à l'aise. C'est avec Zoom, il y a un moment que je n'utilise pas tout le temps pour enlever mon bandeau. C'est pas grave.
Je vais reprendre comme ça. Hop, je vais repartager. Voilà. Hop, je vais rebasculer. Excusez-moi pour la manip. Voilà. C'est comme ça, quand on veut montrer plein de choses, c'est pas évident. Donc, en fait, vous avez donc la fameuse fiche que je vous disais. Donc, le bureau d'études, si on prend l'audit, il avait 1059 mètres carrés d'ITE. Donc, on peut mettre, par exemple, qu'il y avait 4,2. Enfin, on peut se mettre des petites notes, hein, c'est tout simple. Hop, 4,2. Là, on choisit, si en énergie de chauffage, on est sur du gaz hein, dans cet hôpital et on est sur le secteur santé. Hop, j'enregistre. Et donc là, on a le nombre de mégawattheures QMAC qui s'affiche. Donc, on a 6608. En fait, c'est la fiche standardisée, ce que vous a monté Madame Tatro. Hein, sauf que c'est directement calculé. Hein, les 1059 fois le facteur fois la surface. Donc, enfin, la surface, pardon, 1059 fois un coefficient pondérateur, si on a un secteur santé, hôtellerie, etc., fois le nombre de mégawattheures QMAC unitaire. Donc, ça nous donne directement, si vous voulez, ça vous évite de le calculer à la main. Vous l'avez directement ici. Ensuite, je vais sur la synthèse bâtiment tertiaire et je peux rajouter des coûts. Il y a une base de données prix fournie par l'ADEME. Ça peut aider si vous n'avez pas du tout d'indication de prix. Là, je l'avais déjà saisi en fait hein, pour mon ITE, donc je ne vais pas le remettre là-dessous. Hein. On était à 370 700 € estimés par le bureau d'études. Donc, on a une valorisation de ces 2E. On peut mettre des montants, vous pouvez mettre 7 €, admettons. Hein. Mettez hop, 7 € le mégawattheure. Normalement, l'outil recalcule comme il faut les données. Et donc, vous avez fait une mise à jour des montants, des valorisations de ces 2E, en fait. Hein. C'est le nombre de mégawattheures QMAC fois le montant. Vous pouvez préciser si c'est une laine de roche avec un enduit ou un polystyrène enduit. Et donc, vous avez le taux d'aide, on va dire, de ces 2E sur le montant total d'opération. Donc là, je me suis dit c'est vrai que là, il y avait pas mal de travaux prévus ou proposés par le bureau d'études. Donc, j'ai pas tout à fait terminé, mais vous avez de la GTB parce que j'ai vu qu'il y avait la question dans le chat, donc j'ai mis à jour. Là, pour le coup, j'ai pris mes 4746 mètres carrés de surface chauffée de mon hôpital. Et donc, on a une GTB. Alors, j'avais pas le montant, mais en coût moyen, ils étaient estimés à 30 000 €. Le nombre de mégawattheures QMAC, donc on voit que j'ai un taux d'aide à peu près de 20% de 6 000 € sur une GTB, GTC, GTB, GTC. Ça vous donne un peu une idée. Donc ça dégrossit, hein, c'est assez intéressant. Et puis j'ai pris le plancher bas parce que c'est vrai que c'est souvent les offres à 1 €, 0 €, elles concernent les points singuliers, l'isolation des planchers bas et combles. C'est les travaux généralement les plus simples entre guillemets. Et encore, il y a des règles de l'art à respecter. Et puis à des coûts relativement faibles. Et surtout pour l'isolation du plancher bas, le nombre de mégawattheures QMAC. Alors ça, donc c'est défini. Il y a la T2E qui travaille là-dessus avec les DGEC et l'ADEME, mais qui sont quand même plutôt assez importants ramenés au mètre carré par rapport à l'ITE. Ça peut paraître un petit peu surprenant parfois, mais du coup, pour 200 mètres carrés d'isolant en faux plafond d'une pièce en sous-sol, on est à un nombre de mégawattheures QMAC qui est quand même assez important par rapport à la surface isolée. Déjà, j'ai mis 12 000 €, c'est ce que le bureau d'études avait estimé en coût de travaux. Et on voit que déjà, en valorisation de ces 2E, si on prend nos 57 €, on est à 73% de taux d'aide. C'est pour ça qu'on comprend vite que ce sont des travaux pour lesquels beaucoup d'entreprises font des propositions et se mettre sur ces sujets-là parce que ça rapporte pas mal, quoi. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, si je suis une entreprise à 1 €, je vais vous faire un devis à 8 736 €. Comme ça, vous ne payez rien. J'ai 100% de prise en charge. Après, comment seront faits les travaux, j'en sais rien, mais les 8 736 €, j'ai fourni et posé l'isolant, les 200 mètres carrés. Donc, on peut optimiser et faire des chantiers qui nous reviennent à 4 000 et en vendant à 8 736. Et voilà. C'est là où il y a un peu la limite sur ces travaux qui finalement génèrent beaucoup de mégawattheures QMAC. Et donc, suivant le montant du mégawattheure, c'est vrai que ça peut vite couvrir toute partie des travaux. Voilà, c'est pour montrer un petit peu la manip. Si je reviens à ma présentation, je ne sais pas si vous revoyez mon diaporama.
Karine, je ne sais pas si... Alors, pour l'instant, on est toujours sur le calculateur ADEME. Ok, bon, allez, sur un partage, c'est pas grave. Voilà, je vais repartager celui-là. Donc, on a vu tout à l'heure, donc il y a le site EMI, je vous ai remis le lien, on voit le coût du mégawattheure en début d'année, hein, on est à peu près 7, entre oui, 7,20, 7,10 hein, en mars 2023 sur le prix du mégawattheure, mais voilà, on peut prendre 6,50, je pense que c'est pas mal quoi pour faire une évaluation. Alors, on voit que ça peut varier, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'au moment où vous allez faire votre projet, au moment où vous allez contracter, conventionner avec un mandataire ou un obligé, ça peut varier, hein. C'est-à-dire que mes 8 000 € sur le plancher bas, mes 200 mètres carrés, ça peut passer à 10 000 ou à 6 000, hein. Donc ça peut être effectivement variable. Moi, j'utilise aussi, alors c'est plus un partage de pratique, hein, un comparateur d'offres qui s'appelle NR Pro. J'ai pas d'action chez eux, mais voilà, c'est un simulateur qui amène déjà un peu une fourchette de montants de primes qu'on peut valoriser. Donc c'est assez simple à utiliser en saisissant plusieurs éléments de projet. Il faut de toute façon les surfaces et certains éléments. Là, j'essaie de, par exemple, ce que j'ai pas retrouvé pour notre bureau d'études sur des centrales de traitement d'air double flux, pour valoriser, calculer le montant de ces deux E, les estimer, il me fallait le nombre de mètres carrés concernés hein, par la CTA. Et là, je les avais pas, donc faut effectivement reprendre, voir avec le bureau d'études ce qui est considéré les zones qui bénéficient d'un soufflage en fait. Hein, donc voilà, il y a des infos normalement si c'est ça qu'on va essayer de faire un canevas pour les audits énergétiques pour que le bureau d'études, à minima dans ses préconisations, mette les critères qui vont permettre derrière de calculer ces deux heures. C'est pas toujours le cas dans les rendus de rapports d'audit énergétique. Ça peut faire partie des points de vigilance quand vous consultez des bureaux d'études pour un audit, les infos à minima qui doivent faire figurer dans leur rapport. Donc voilà NR Pro. Donc on voit que pour nos 1059 mètres carrés d'ITE, bah c'est ça, hein, ça correspond à nos 6608 mégawattheures et la prime, on est à peu près à 40 000 € quoi. Donc d'un fournisseur à un autre. Après, on s'inscrit et on reçoit 3 offres. Et effectivement, on sait qu'il y en a qui peuvent apporter plus que d'autres en termes de primes. Voilà. Ce que calcule ces deux ADEME, c'est, on va dire, une approche pas théorique, hein, mais voilà. Là, on est sur des montants qui sont réels, hein, proposés par des obligés délégataires. Voilà. Et puis, on a aussi, je vous l'ai pas mis, alors c'est pas complet, mais la plupart des centrales d'achat aussi proposent des prestations de valorisation de ces deux heures. Alors, à voir, soit vous déléguez tout ou partie de ce travail-là, ou soit en interne. Je pense que c'est pas très compliqué de le faire, hein. Je vous ai montré le calculateur C2LM, ça prend un petit peu de temps, mais je pense que là, pour le coup, un mandataire, il va vous prendre aussi une prestation, un pourcentage, hein, pour bien sûr rémunérer son temps de travail. Je suis pas certain que ce soit sur des petits projets complexes, pourquoi pas. Mais voilà, je vous invite à quand même essayer de faire les démarches vous-même sur un ou deux travaux. Ça peut être intéressant. Voilà. Mais en tout cas, c'est une offre qui existe et n'hésitez pas à passer à côté parce que ce mandataire-là peut aussi mieux négocier que vous. Hein. C'est le principe du courtage. Hein. Donc voilà. Donc il y a le RESA, UniHA, je vais citer LPVIA, je vais citer le CEDRE, il y a UGAP, voilà, qu'on retrouve dans les principales centrales d'achat pour le secteur sanitaire médico-social. Voilà, j'en ai fini. J'espère pas avoir été trop long. Merci David. Ben non, c'est parfait. Nous sommes parfaitement dans le timing pour prendre également quelques questions. Et comme tu l'as rappelé, effectivement, il y avait des questions effectivement sur la commande publique. Donc, je te propose d'y répondre. Donc, je te relis la question. En tant qu'acheteur de la procédure de marché à utiliser pour bénéficier des CDE, enfin, c'est un acheteur donc de la procédure de marché à utiliser pour bénéficier qui souhaite bénéficier des CDE. Des travaux à 1 € ont un coût initial beaucoup plus élevé. Et c'est au sens donc, de la personne qui écrit le coût initial qui devra permettre de justifier soit d'un MAPA, soit d'une procédure formalisée ou également d'une centrale d'achat. Et justement, peux-tu reclarifier ces points par rapport à la commande publique? Et il y a eu en complément
la réponse de la DIAJ, donc pour ceux qui sont soumis à la commande publique, de toute façon, ça ne les exempte pas de la procédure de marché. Donc, si tu peux compléter, David, le temps que je te retrouve l'autre question, enfin le complément d'information. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Même si on est sur une offre à 1 euro, 0 euros, il faut quand même vérifier les seuils de commande marché public. Et à mon avis, bon, là, on est sur des travaux, on a moins de 5 millions, enfin, c'est ponctuellement, mais par contre, sur un marché global de travaux, ça compte, hein. Donc, je pense qu'il faut quand même être très vigilant là-dessus, hein. Ça dépend bien sûr de la nature de l'obligation, enfin, de la nature de l'opération et des montants totaux, mais faites votre estimation, je pense, avant. Vous utilisez les rapports d'audit, passez par un audit énergétique déjà. La plupart des cas, c'est quand même conseillé, hein, si vous voulez faire un peu de travaux de rénovation énergétique sur votre patrimoine. Et donc, ça va permettre de dégrossir et de voir les montants déjà total d'une opération. Et ensuite, effectivement, regarder le procédure de passation de marché. On peut très bien aussi se dire que voilà, les marchés de travaux sont réalisés, on va dire, de façon un peu classique et que vous avez vu les valorisations C2E, vous allez les récupérer. Alors, il y a effectivement l'intérêt pour ces entreprises d'offre à 1 euro, c'est l'avance de trésorerie. C'est vrai que si les travaux sont bien faits, que tout est bien respecté, ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas à faire de l'avance et après d'être payé quelques mois après, hein. Enfin, il y a quand même un délai de paiement, hein, pour les C2E. Mais effectivement, moi, je pense qu'il faut être vigilant avec si on dépasse les seuils avec de mise en concurrence, quoi. Donc, et de publicité, bien sûr. Donc, vérifiez bien ça avec vos juristes et après, voilà. Il y a des centrales d'achat où ça vous évite de passer des marchés. Donc après, c'est encore autre chose. Merci David pour ces compléments. Et d'ailleurs, je relais une des précisions qui a été indiqué par un de nos internautes. Donc, la DAJ a publié une réponse à la question de la valorisation des C2E et les règles de la commande publique. La valorisation des C2E se fait en général suite aux travaux et un devis de 1 euro ne dispense pas de respecter les règles de la commande publique. Donc, une mise en concurrence pour la réalisation de ces travaux. Et les C2E sont bien rappelés, c'est un moyen de financement avec les autres aides disponibles. Et je pense que c'est ça qu'il faut bien garder en tête. Par rapport à quelques questions aussi que nous avons eues sur le chat, où justement il y a des prix proposés justement de valorisation par rapport aux travaux. Donc David a bien rappelé la méthodologie à avoir. Nous vous interpellons et nous vous apportons justement les clés de réponse à travers ce webinaire pour avoir un regard critique par rapport aux propositions qui vous sont formulées, d'autant plus qu'il n'y a pas forcément que le prix. Comme vous l'avez compris, il y a aussi les relations contractuelles et la prise de risque par rapport aux C2E valorisés. Vous voyez bien qu'il y a des règles de l'art, enfin des règles à respecter, autant des règles administratives et techniques que des règles aussi de mise en place. En tout cas, je vous remercie tous pour ces interventions très claires. On voit bien que le sujet des certificats d'économie d'énergie demande un minimum d'expertise et demande de suivre le sujet, autant sur le terrain que d'un point de vue administratif, et ça demande des compétences spécifiques. Les réponses, les questions auxquelles j'aurais oublié dans le chat, je les reprendrai et nous ferons une synthèse que nous publierons sur notre site internet. Et nous arrivons à 12h28. Je vous propose de terminer ce webinaire, en tout cas en remerciant nos intervenants, donc Elisabeth Tatreau et donc David Boileau, donc du Pôle Énergie. Nous vous retrouverons sur un prochain webinaire début mai. Et nous vous informerons dans le cadre du réseau Reset, bien évidemment, sur la thématique et nos prochains intervenants. En tout cas, nous restons à votre disposition pour répondre à ces questions dans le cadre du réseau Reset. Je vous souhaite à tous une bonne journée et n'oubliez pas de compléter le questionnaire dont je vais vous réindiquer le lien. Ça nous identifiera en fait les pistes de travail futures sur ce sujet du dispositif d'économie, des certificats d'économie d'énergie. Donc, je vous remets dans le lien du chat le questionnaire à compléter et je vous en remercie par avance. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée. Merci. Merci Karine, merci aux participants. Bonne journée.